Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce 19-20 dans l'actualité de votre région. Alerte budgétaire sur les Jeux Olympiques de 2024. Un rapport pointe des risques de surcoût et de délais non tenus, notamment sur certains équipements qui doivent le jour en Seine-Saint-Denis. Les élus restent vigilants sur les promesses faites au département. Au cœur de la BRI, notre série de la semaine vous emmène dans les coulisses du service d'élite de la police judiciaire. Ces hommes se préparent quotidiennement à la menace terroriste. C'est l'une de leurs principales missions. Nous en parlerons avec Georges Salinas, directeur adjoint de la brigade de recherche et d'intervention. Et puis un regard sur le monde, libre et insolent, Plantu fête ses 50 ans de dessin de presse. Une centaine sont exposés à la Bibliothèque nationale de France, à découvrir à la fin de ce journal. Mais d'abord, de la neige à la veille du printemps. Le froid n'a pas dit son dernier mot. Une météo plutôt surprenante, mais pas vraiment exceptionnelle. Par mesure de précaution, la nationale 118 a été interdite aux poids lourds la nuit passée. Le reportage de Pauline Forgue et Lionel Schultz. La neige, Snoopy la découvre pour la première fois. Une invitée surprise que le chiot et ses maîtres apprécient à la veille du printemps. Entre les 18 degrés il y a 4 jours et les moins 2, 4 jours après, c'est vrai que c'est fatigant, je pense que pour moi, pour l'organisme et puis pour les plantes aussi. C'est pour ça que justement je profite du dernier instant parce que je pense que c'est la dernière fois cette année. Un émerveillement partagé par Hicham qui vient s'entraîner chaque jour dans ce coin de nature. La forêt, c'est rien à voir avec les autres jours, quoi. Avec la neige, ça donne un charme magnifique. Les automobilistes ne partageaient pas son enthousiasme ce matin. Sur la RN 118, de nombreux ralentissements ont perturbé la circulation des Franciliens. Mais l'épisode neigeux, tant redouté par les autorités, n'a pas été aussi intense que prévu. Franchement, je n'ai pas trouvé ça dramatique. Ça roule bien, la police est là-bas, nous faisant des signes. J'ai trouvé ça correct. Vous voyez, simplement, il faut savoir anticiper. Quand on voit que l'autoroute est complète, on passe à côté, quoi. Le mois dernier, je n'étais pas venue travailler. En fait, il y avait 20 cm ici, donc j'avais pas pris la voiture et les trains ne circulaient pas. À part déneiger les 5 cm sur la voiture, ça roule bien, quoi. Enfin, si on est prudent. Résultat, les poids lourds qui avaient reçu l'interdiction de circuler sur la nationale ont réinvesti la chaussée dès la fin de matinée. C'est un rapport concernant les Jeux Olympiques de 2024 qui a mis le feu aux poudres. Il met en garde contre les dérapages budgétaires. Plusieurs sites concernés par ces éventuels surcoûts doivent voir le jour en Seine-Saint-Denis. Les élus du département attendent beaucoup de ces infrastructures. Ils demandent à l'État de tenir ses engagements. Céline Cabral et Christian Mirabeau. Les bassins flambant neufs du centre nautique verront-ils le jour en Seine-Saint-Denis tels qu'ils ont été imaginés pour les Jeux Olympiques ? Un rapport de l'Inspection générale des finances pointe du doigt des risques quant à la non-réalisation dans les délais de certains équipements, ainsi que des surcoûts. Les élus de Seine-Saint-Denis restent vigilants. Je n'accepterai pas que les fondations du projet soient remises en cause, parce que pendant la candidature, on a mis en avant la Seine-Saint-Denis, ses habitants, les caractéristiques de ce territoire, qui est à la fois le plus jeune et le plus populaire de France. Et on en a fait un atout pour la candidature, pour dire à quel point nos Jeux allaient laisser un héritage, un impact qui allait transformer, améliorer la vie des gens. Le budget des Jeux Olympiques à Paris est évalué à 6,8 milliards d'euros. Et l'Île-de-France dispose déjà de 95% des infrastructures. Pour les experts en marketing du sport, le rapport de l'Inspection générale des finances est utile pour certains ajustements budgétaires, mais pas question pour autant de s'inquiéter. Dans le budget tel qu'il a été construit aujourd'hui, il y a des enveloppes pour aléas, une enveloppe notamment de 400 millions d'euros, c'est énorme, donc il y a des marges de sécurité. Pour l'instant, il n'y a pas du tout péril en la demeure. En revanche, c'est de bon augure de poser les risques avant même d'avoir commencé les travaux, comme ça on anticipe les éventuels dérapages. Paris a jusqu'au 18 juin, date de la visite de la commission de coordination du CIO, pour évaluer le coût et l'utilisation des infrastructures destinées aux Jeux Olympiques de 2024.
Également dans l'actualité, le maire de Vélizy devant la justice. Un habitant l'accuse de violation de domicile. Le 21 novembre dernier, Pascal Thévenot avait ramené des déchets sauvages retrouvés sur la voie publique à son propriétaire. L'édile a appliqué la loi du talion, mais cela s'est retourné contre lui. Au tribunal correctionnel de Versailles, Antoine Marguet et Johan Dorion. Un maire convoqué devant la justice, poursuivi par un de ses administrés. Pour Pascal Thévenot, c'est le monde à l'envers. Moi, je suis en correctionnel, mais le prévenu qui a déposé les déchets sauvages, lui, n'est pas encore interpellé, n'est pas encore jugé et n'est même pas convoqué. Car ce dossier, c'est un peu celui de l'arroseur arrosé. Tout commence en novembre dernier. Pascal Thévenot, agacé par les dépôts sauvages à répétition dans ce parking, installe une caméra et identifie rapidement un contrevenant. Il veut en faire un exemple, alors il rapporte ses déchets au domicile de l'habitant. Choqué mais bien conseillé par ses avocats, l'habitant fautif poursuit le maire pour violation de domicile, car le maire s'est introduit chez lui sans autorisation, ce qui est interdit par la loi. Faire justice soi-même, c'est le contraire que doit montrer un maire. C'est le contraire. Le maire doit être exemplaire. Et là, on n'est pas du tout face à un maire qui montre l'exemplarité. Si Pascal Thévenot n'est pas le premier maire à ramener ses déchets sauvages à un de ses habitants délicats, c'est en tout cas la première fois qu'une procédure est lancée en retour contre la commune. Qu'importe pour la mairie, car depuis ce coup de com', aucun gravat sauvage n'a été déposé dans ce parking. Pour cette violation de domicile, Pascal Thévenot, le maire de Vélizy, encourt en théorie 1 an de prison selon le code pénal, une sanction peu probable. Le tribunal de Versailles devrait rendre sa décision d'ici 2 mois. Justice toujours dans l'affaire de la chemise arrachée d'Air France, de 3 à 5 mois de prison requis en appel contre d'anciens salariés du groupe. Ils sont jugés pour des violences commises lors d'une manifestation qui avait dégénéré devant le siège d'Air France à Roissy. C'était en 2015. Peut-être un seul procès pour Patrick et Isabelle Balkany. 2 procédures avaient été ouvertes dans le cadre de l'enquête sur le patrimoine du couple. Le parquet national financier a de nouveau requis un procès pour blanchiment de fraude fiscale. Ils sont accusés d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros au fisc. Comment lutter contre les vols à la portière sur l'autoroute A1, un axe majeur de la région, très fréquenté? Les voleurs profitent des embouteillages, notamment entre la porte de la Chapelle et l'aéroport de Roissy, pour détrousser les automobilistes. Pour lutter contre ce fléau, le préfet de police vient d'annoncer de nouvelles mesures. Emmanuel Hunzinger et Mathieu Elcaillot. Le vol ne va durer qu'une fraction de seconde. Des braqueurs à pied profitent des embouteillages pour briser la vitre d'un véhicule et s'emparer d'un sac ou d'un objet de valeur. Leur cible, des femmes seules au volant, des berlines de luxe ou des VTC. Les lieux ne sont pas choisis au hasard. L'autoroute A1 qui relie Roissy à Paris, le tunnel du Landy où les ralentissements et les bouchons sont fréquents. Les modes opératoires sont souvent les mêmes. Les véhicules sont vraiment ciblés pour maximiser le butin des victimes. Certains montent les véhicules et d'autres, des exécutants on va dire, vont remonter les fils de véhicules pour ensuite arriver au niveau du feu rouge, à l'endroit où les véhicules sont bloqués dans les embouteillages, briser les vitres. Pour lutter contre ce type de vol, un dispositif de sécurisation de l'autoroute A1 et du tunnel a été mis en place il y a 1 an. 65 caméras de vidéosurveillance et thermiques dispersées sur 13 sites sensibles. La présence policière sur le terrain est également renforcée, notamment certains soirs comme les retours de week-end, et cela sous la houlette d'un comité de pilotage. À partir du 2 décembre 2016 et la création du pôle de compétences, en fait, on a véritablement coordonné, on a fixé des dates d'opération et surtout il y a une information qui circule entre les différentes directions. Les résultats contre les vols à la portière sont là. Leur nombre a sensiblement baissé. En 2016, la préfecture de police, qui en a fait une priorité, en comptabilisait 1365 contre 728 en 2017 dans tout le département. Lutter contre ces agissements, c'est aussi montrer notre détermination à nos partenaires étrangers, non seulement notre détermination, mais notre efficacité. La police récolte aujourd'hui les fruits de son travail. 15 jeunes qui sévissaient en bande ont été interpellés par les policiers du commissariat de Saint-Denis. Les enquêteurs leur attribuent près de 90 faits de vol à la portière depuis janvier 2017.
On va s'intéresser à présent à la prise en charge des jeunes migrants dans la région. Leur nombre ne cesse d'augmenter. La Croix-Rouge a comptabilisé un peu plus de 6000 mineurs l'année passée à Paris. La plupart sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. L'autre solution, ce sont les familles d'accueil. France Parrainage lance un appel. Virginie de la Haute-Maison et Nedim Lonkarevitch. Donc là, j'ai mon bureau, j'ai mon lit et je me suis dit je pourrais faire un petit espace qui lui soit propre. Une future chambre pour une jeune migrante isolée. Caroline, qui vit avec sa fille de 14 ans, s'est engagée auprès de France Parrainage pour accueillir chez elle, pendant au moins 1 an, une jeune fille qu'elle ne connaît pas encore. Une mineure isolée, recueillie par l'aide sociale à l'enfance. France Parrainage m'a bien dit que c'était... ils choisissaient des personnes qui étaient en processus de professionnalisation, qui sont très sérieux, qui ont envie de s'engager dans la société française et qui veulent rester en France. France Parrainage recherche actuellement une vingtaine de familles d'accueil en Île-de-France pour des jeunes mineurs isolés âgés de 14 à 17 ans. L'association valide et épaule ces familles tout au long du parcours d'intégration, car il ne suffit pas d'une chambre et de bonne volonté pour s'engager dans cet accueil. On ne demande pas d'avoir un cadre de vie 4 étoiles, 5 étoiles, non. Mais un cadre de vie décent, où le jeune a au moins son intimité, voilà, et qu'il soit considéré comme l'un des nôtres, parce qu'on lui ouvre quand même notre porte, on lui ouvre notre réseau, notre famille. Il fait partie de la famille à ce moment-là. Il faut aussi qu'on soit prêt à lui donner une place. Cette place, Caroline et sa fille sont prêtes à la faire. Ça peut faire comme si je vivais avec une sœur, quoi. Je suis une fille unique, donc ça va m'apprendre à partager ma mère, à vivre avec quelqu'un de mon âge tout le temps, de partager les choses. Moi, si je peux effectivement apporter mon savoir, ma culture et l'expérience républicaine, je me dis que ça peut être une très belle expérience. Caroline et Marie rencontreront la jeune fille qui partagera leur vie le mois prochain pour une aventure qui devra durer au moins 1 année. On en vient à notre série de la semaine. Elle est consacrée à la BRI, ce service d'élite de la police judiciaire de Paris. Ces hommes étaient en première ligne lors des attentats qui ont frappé la capitale en novembre 2015. Ils continuent de se préparer à la menace terroriste. Nous les avons suivis lors d'un exercice. Laurence Barbry, Nicolas Mettauert et Veit Blumluber. Cagoule, combi noir, liaison radio. La brigade de recherche et d'intervention est le bras armé de la police judiciaire de Paris. Ces hommes interviennent sur toutes les opérations jugées à haut risque dans la capitale. En première ligne lors de l'attentat au Bataclan en 2015, ils opèrent avec un équipement de 30 kg en moyenne. Il est optimisé, le poids aussi il est un tout petit peu plus léger, c'est sûr. C'est-à-dire il est plus compact et il a été un peu modifié par rapport aux événements qui sont passés. On a pu adapter le matériel en fonction. Direction le Palais des Sports pour un entraînement en conditions réelles. Dans 15 minutes, ils doivent être sur site. On a beaucoup travaillé en tout premier lieu, en particulier pour la BRI, sur la rapidité d'intervention. Arriver vite, c'est pas arriver en désordre ni se précipiter, c'est aller le plus vite possible en unité constituée, soit avec la FIR, donc la force d'intervention rapide, donc qui sont équipés plus légers, qui sont surtout là pour gérer une situation d'urgence, ou travailler en milieu ouvert, c'est-à-dire en pleine rue, ou se déplacer sur une crise qui va se mouvoir. Et puis on a travaillé aussi beaucoup sur l'interopérabilité. L'interopérabilité, cela signifie travailler, se coordonner avec d'autres services de police, ici, la BAC Nuit de la capitale. On signale des coups de feu, des cris répétés, plusieurs appels PS au Palais des Sports, là, Paris 15e. 3 h du matin, alors que la ville dort, la BAC Nuit est sur le pont. Ouais, affirmatif, équipement balistique, briefing rapide et on intervient.
À l'abri des regards pour ne pas effrayer la population, la brigade anticriminalité participe à un exercice sous la houlette de la BRI. On a intégré la brigade anticommando à Paris pour gérer les 15 premières minutes qui sont décisives avant l'arrivée de la BRI, afin d'essayer de contenir la tuerie de masse et de figer la situation en repoussant les terroristes et en limitant la destruction humaine et les pertes humaines. Théo, vous nous indiquez l'entrée ? Former d'autres policiers aux procédures anticommando, l'un des enseignements des attentats de 2015. On reçoit Georges Salinas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes numéro 2 de la BRI. Alors vous étiez présent le soir des attentats au Bataclan. Qu'est-ce qui a changé dans votre préparation depuis cette soirée dramatique ? Bien, cette soirée, c'était effectivement très dramatique et on a dû donc beaucoup évoluer dans nos tactiques, dans nos méthodes d'approche sur ce genre de choses. Donc on a axé, entre autres, notre préparation par la formation, bien sûr, de nos effectifs, qui a été beaucoup plus poussée, puisqu'on a développé énormément l'intervention. Je rappelle que le service a augmenté de volume, puisqu'il a presque doublé. Exactement. On a intégré des spécialités que nous n'avions pas avant, notamment, je pense, aux explosifs, qui est devenu un véritable travail. Il y a aussi la prise en compte des risques biochimiques. Exactement, le NRBC, ce qu'on appelle les risques biochimiques. On a aussi le terrorisme vertical, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les attentats qui pourraient avoir lieu dans une grande tour. Il faut tout anticiper. Exactement. Et là, c'est donc une préparation au quotidien que tous les effectifs doivent avoir. On a 3 axes très importants. Je dirais le premier, c'est la rapidité et la mobilité. Ça a été cité tout à l'heure. Il faut être sur place en moins de 20 minutes, c'est ça ? Exactement. Donc, vous êtes toujours prêt. D'ailleurs, là, dans votre coffre, vous avez tout le matériel pour partir, c'est ça ? Exactement. Je ne suis pas venu en touriste. Je suis venu avec mon matériel, effectivement. C'est un élément très important. C'est l'élément le plus opérationnel qu'on ait créé au niveau de la BRI. Ça s'appelle la forte intervention rapide. On travaille beaucoup aussi sur l'interopérabilité. Avec d'autres services. Exactement, la coordination. Vous formez d'ailleurs d'autres policiers. Exactement, on les forme. La préfecture de police, elle est organisée en vagues successives. Et nous, on s'inscrit dans ces vagues. On a des primo-intervenants, on a des unités intermédiaires. On a pu voir sur le reportage la BAC Nuit. Ce sont des unités que l'on forme au quotidien. C'est la BAC qui est arrivée en premier le soir. Exactement, c'est la BAC Nuit qui est arrivée en premier et qui fait cesser la tuerie. Donc c'est un élément très important du dispositif. On a aussi la force d'intervention rapide de la BRI. Ensuite, la BRI dans sa forme plus traditionnelle en lourd. Donc tout ça, ça doit se coordonner. Donc on doit beaucoup travailler avec des exercices. Répéter. Parce qu'on sait que le soir des attentats, évidemment, il y a toujours le stress. Donc il faut connaître ces exercices par cœur. Exactement. C'est pour ça qu'on fait énormément de travail au quotidien et aussi des exercices de coordination avec tous ces services, y compris d'ailleurs les services de secours. Alors c'est très difficile d'intégrer ce service prestigieux. Les tests sont compliqués. C'est très difficile. On a des tests qui durent 3 semaines. Il y a une sélection qui est faite très importante ce sont des fonctionnaires en plus qui arrivent avec quand même un vécu. On ne prend pas des sorties d'école. Ils doivent passer ces tests. Et puis, quand ils ont la chance de réussir, en tout cas, ils se sont donné toutes les chances de réussir. On a après une formation initiale qui dure aussi plusieurs semaines. Et puis, il n'y a pas de femmes dans vos effectifs ? Il n'y a pas de femmes dans les groupes d'intervention. C'est pas une volonté, c'est simplement parce qu'il n'y a pas de candidats. Alors, il faut reconnaître que c'est une vie qui est compliquée, qui n'est pas toujours facile. Il faut être prêt à partir en permanence. Exactement, ça déstructure la structure familiale. Merci Georges Salinas d'être venu nous parler de cette unité d'élite. Merci aussi. Un autre combat avec un crayon pour seule arme. Plantu fête ses 50 ans de dessin de presse cette année. Il a croqué les plus grands de ce monde avec un regard plein d'humour et d'insolence. Une centaine de ses œuvres sont exposées actuellement à la BNF. Il s'est confié sur sa longue carrière à William Banqui et Marie Chambrial. Bonjour Plantu. Bonjour. La Bibliothèque nationale vous consacre donc une exposition durant 2 mois. Est-ce que cela veut dire que vous faites partie, vos dessins font un peu partie du patrimoine français ? Alors dit comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde ? Moi, je suis toujours dans ma tête l'ancien écolier qui galérait un peu à l'école. Et quand on m'a proposé de faire venir les 30 000 dessins à la BNF,
et qu'on m'a dit après qu'on allait faire une exposition, je me suis dit, tiens, on va l'appeler Bonjour les chevilles, parce que j'ai toujours le sentiment d'être un peu un escroc partout dans ces cas-là, parce que je me dis, on se rend compte que je suis qu'un dessinateur qui fait des petits crobards tous les jours. Alors, 50 ans de carrière tout de même, tous vos dessins ne sont pas ici, mais il y a votre première contribution au journal Le Monde, une colombe déjà en 1972, vous vous rappelez? Ah bah alors, je m'en souviens très bien, parce qu'à l'époque, je vendais des meubles aux Galeries Lafayette, et la nuit... Parce que vous ne viviez pas du dessin? Ah non. Et puis la nuit, je faisais mes dessins pour le journal. Je connaissais personne dans le milieu de la presse. Tous les jours, je téléphonais à la pause de 11h aux galeries. Et puis, très gentiment, il y avait un rédacteur en chef qui s'appelle Bernard Lausanne et qui me disait, écoutez, non. Alors, ça durait plusieurs mois comme ça, non. Et puis un jour, en 72, il m'a dit, ben voilà, il y a votre dessin qui va être publié tout à l'heure. C'était une colombe déjà, vous avez vos animaux fétiches, la colombe, la souris. Les visiteurs comprendront peut-être pourquoi à l'occasion de cette exposition. Vous avez aussi vos politiques fétiches, on peut le dire. Vous êtes avec Nicolas Sarkozy, François Hollande, pendant 10 ans, vous vous êtes régalé. Cadeau. Tout le monde me dit bravo, vous faites des super caricatures de Sarko. Mais moi, je dis que c'est des portraits, mais bon, parce qu'il est déjà une caricature. Et puis François Hollande, que je dessine en concombre comme ça, ou en courge comme ça, et ça vient tout seul. Et après, ça devient mon petit Hollande, et ça devient mon petit Sarko. Ils vous en veulent parfois, les politiques Oh, des fois, il y en a qui gueulent, mais Hollande, il dit que je l'ai torturé. Mais c'est gentiment dit, et puis, mais il n'a jamais gueulé. Sarko, lui, n'était pas content parce que je dessinais des mouches. Mitterrand, il n'est pas impossible qu'il m'ait un peu aimé. Voilà, je prends encore des précautions. Le 7 janvier 2015, vous avez perdu vos confrères, vos amis de Charlie Hebdo. Est-ce que ça a changé votre vision, votre façon d'appréhender votre métier? Alors, non. Je continue, par exemple, si je dois m'en prendre aux salafistes, je fais pareil. Hein, vraiment, là, je ne change rien parce que c'est... Ou par exemple, quand je critique la burqa, moi, c'est mon boulot. Mais à la fois, la vie des dessinateurs de presse a changé parce que maintenant, des peurs se sont installées dans les rédactions. Et des fois, il y a des rédacteurs en chef qui disent « Ah oui, mais alors, ce dessin, mais tu veux dire quoi tu te moques du barbu, là, qui est là Est-ce que tu veux dire que Est-ce que c'est quoi cette synagogue? C'est quoi ce minaret? C'est quoi cette église? Est-ce que tu vas pas un peu trop loin ?» Et moi, je fais ce que je veux, beaucoup de chance, je suis un gros privilégié. Un petit jeune de 20 ans, je lui souhaite bien du courage. Merci Plantu pour ce témoignage. Je signale la sortie de ce livre, Plantu, 50 ans de dessin aux éditions Calman-Lévy. Et puis cette exposition à la Bibliothèque nationale jusqu'au 20 mai. Encore plus de confidences de Plantu, l'entretien dans son intégralité sur notre site internet idf.france3.fr. C'est l'image du jour, 3 anges qui volent dans le ciel, une opération d'envergure qui lance les travaux de la chapelle royale au château de Versailles. Ces sculptures vont se refaire une beauté à Périgueux en Dordogne. La restauration de ce lieu saint devrait durer jusqu'en 2020. Avant de se quitter, n'oubliez pas notre série sur la garde à vue. 48 heures revient sur de grandes affaires criminelles. Ce soir, on s'intéresse à Jean-Yves Morel, un homme sans histoire de 33 ans, marié, père de famille. Pour connaître la suite, rendez-vous à 23h40 sur notre antenne. C'est ainsi que s'achève cette édition. À suivre le journal de la rédaction nationale. Très belle soirée à tous.